Le 11 juillet dernier, 13 personnalités, parmi lesquelles plus ou moins 11 parlementaires, ont lancé un appel en vue de trouver un consensus autour des réformes sur le processus électoral. C'est de cela qui sera question dans le cadre de cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Un homme, un concept qui reçoit pour vous Yoka Otangela Komu Jean Bédel. Bonsoir et bienvenue, j'y suis arrivée. Ouais, vous y êtes arrivé. Vous allez bien? Ça va. Alors, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université de Kinshasa, expert en stratégie et défense du Collège de hautes études des stratégies et de défense, et vous êtes auteur d'une lettre de citoyen. Ouais. Publiée récemment dans les différents médias, différents médias de la République. Parlez-nous un peu de cette lettre, de quoi il s'agit. Cette lettre rapporte une réflexion, une prise de position d'un citoyen, d'un libre penseur, qui prend position ou qui essaye d'apporter sa lecture au sujet de cette question fondamentale relative à la vie de la République qui fait débat. Évidemment, nous avons vu que un groupe de citoyens, au nombre desquels majoritairement des parlementaires, ont amorcé cette démarche-là. Considérant les conséquences ou les incidences de l'aboutissement éventuel d'une telle démarche, nous avons pensé qu'il fallait, en tant que citoyens, que nous puissions prendre position, que nous puissions communiquer à l'ensemble de l'opinion, mais principalement aux premiers citoyens d'entre nous, une autre façon de voir les choses, qui ne s'inscrivait pas forcément dans la logique strictement politicienne, parce que on voit les uns les autres prennent position en faveur ou contre cette démarche-là, selon que, bien évidemment, lorsque nous faisons l'analyse de contenu des positions des uns des autres, on voit bien que c'est au regard des tendances politiques, selon qu'on est du FCC ou du CACH, etc. Selon qu'on pense que, j'ai entendu un autre parler de 2030 pour l'organisation des prochaines élections, ou selon que l'on est du FCC et que l'on tient aujourd'hui que les élections, les délais ne débordent pas d'une seule journée. Nous, notre position, elle est simplement d'analyser l'enjeu qui se rapporte qui tient à cette problématique, et cet enjeu-là, elle est, de notre point de vue, celle de la nécessité de la consolidation de la démocratie et de la construction de l'État. Deux dynamiques qui doivent passer par la mise en confiance des institutions de la République, lesquelles permettraient d'avancer dans un processus dans lequel nous sommes déjà suffisamment engagés et qui pourrait être freiné ou on va dire ramené en arrière par des démarches que nous considérons non productives à l'issue de l'évaluation de ce processus, on va dire dialogal, passez-moi le terme, depuis 1960 février, et je chute par là, où nous évaluons on est à plus ou moins 37 dialogues, donc une moyenne de 16 dialogues chaque année. Vous avez pris le temps de compte, voilà, c'est une moyenne de 16 dialogues depuis 60 chaque année, et donc pour quel résultat? Nous avons dit il fallait bien prendre position et dire ce que nous pensons. Concrètement, vous avez jeté les bases de ce qui se trouve dans cette lettre de citoyen, mais sur fond de cette démarche entreprise par ces personnalités, parmi lesquelles il y a plusieurs parlementaires. Qu'est-ce que vous reprochez à la démarche de ces parlementaires, plus précisément? Je ne reproche pas, je n'ai pas le droit de reprocher à des concitoyens, qui plus est parlementaires, de prendre position. Qui suis-je pour les reprocher? Je considère simplement que c'est une démarche qui n'est pas productive, qui n'est pas efficiente. Elle est juste au début, monsieur Yoka.
Mais bien entendu, c'est au début de toute chose que il faut faire valoir des positions au fin de clarifier la perspective recherchée. Eh ben, je disais que je ne leur reproche pas, parce que je n'ai pas le droit de reprocher à un concitoyen de prendre position. Encore que nous sommes en démocratie, mais j'estime simplement, en analysant leur argumentaire, que elle n'est pas porteuse, cette démarche-là, d'efficience à terme. Pourquoi? Je le disais. Évidemment, lorsque nous faisons l'anthropologie politique des dialogues tels que ténus depuis février, parce que la première rencontre d'échange, c'est la table ronde politique sur le Congo, mais tenue à Bruxelles, suivi au mois d'avril de la table ronde économique, et puis nous avons évolué des discussions comme cela jusqu'aux différentes réunions politiques à l'issue de la conférence nationale souveraine, Palais du Peuple, Palais de Marbre 1, 2, scellé, etc. On a eu, après Laurent Désiré Kabila, toute une série de dialogue national, etc. On est passé par l'accord global et inclusif du dialogue d'Afrique du Sud au tout dernier dialogue ici de la Synco. Lorsque nous faisons donc cette anthropologie couplée de la sociologie au regard des acteurs, nous n'évaluons pas, nous nous rendons compte que le résultat est très mitigé, pour dire précaire. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose est la plus importante, parce que ça ne veut pas dire que, parce que les 37 dialogues, ou on va dire 80% des 37 dialogues, parce qu'il faut quand même isoler quelques moments de ces réunions citoyennes, qui ont quand même été justifiées par un certain intérêt et qui ont débouché à des issues qui ont naturellement permis à ce que des cris soient décrispés. Au-delà donc de ces rares cas, bien que globalement la situation ne soit pas très reluisante, on ne va pas a priori porter un jugement sur une démarche sans l'évaluer. Et c'est comme ça que lorsque nous évaluons le contenu de la démarche, nous disons mais attendez, ce serait une perte de temps. Ce serait un gâchis d'énergie. C'est du déjà fait. Non, ce n'est pas du déjà vécu forcément, mais c'est un gâchis d'énergie et une démarche qui est un peu, entre guillemets, je me réserverai de dire tirée par les cheveux, mais qui porte d'un certain un manichéisme politicien. On cherche pourquoi un consensus. Moi, je veux savoir. Tout est parti. Je vais vous laisser le temps de continuer quand même, parce que peut-être on risque de croire que vous n'avez peut-être pas bien compris la démarche de ces citoyens qui ne visent qu'une chose, pour cela, justement, un consensus. C'est justement pour cela que je voulais dire que je ne veux pas faire une analyse globalisante et tirer des conclusions hâtives sans pénétrer la motivation, la justification de ce pourquoi ils appellent à ce dialogue-là. Parce que c'est cela la clé. Déjà qu'ils n'ont pas dit clairement qu'ils appellent à un dialogue, ils veulent juste un consensus. Je l'appelle, c'est un concept. Okay. C'est un concept, on l'appelle réunion nationale, on l'appelle dialogue, on l'appelle conférence. J'ai choisi le concept qui est connu, le plus répandu, celui du dialogue. On pourra l'appeler comme on voudra, mais le contenu, ce sera que des citoyens de la République vont se réunir pour discuter, parce que le consensus ne peut être trouvé qu'autour de ce cadre-là. C'est comme cela que je dis... la matière, elle porte sur les élections. Eh bien, le manichéisme, justement, auquel auquel ils procèdent, consiste justement à dire que quand on dialogue, on a une solution, ce qui est faux. Quand on dialogue, pourquoi? On dialogue pour mieux préparer des élections. Mais on veut préparer mieux les élections, mais dans quel cadre? Quelle est la situation problématique? La situation problématique, elle est celle de la règle de jeu électorale. On a mis en cause la règle de jeu électorale qui est, dans le cas d'espèce, la loi électorale, une chose. La deuxième chose, la manière dont
le système électoral de façon globale a été géré. Pour cela, deux solutions. La première, c'est celle qui consiste à réformer la loi. La deuxième, c'est celle qui consiste à voir clair dans comment est-ce que la CENI a été bien gérée, pour que l'on sache avec quels acteurs, par quel mécanisme, avec notamment quelle technologie, etc. Il y a imbrication entre la gestion et la règle de jeu, qui est la loi. Et on sait que tous les deux mécanismes ne peuvent pas trouver de solution qu'au travers, un, de la réforme de la loi, un mécanisme législatif, deux, de l'audit de la centrale électorale, qui passe également par le Parlement. Une chose, on veut nous appeler au dialogue pour se dire que la règle des jeux n'a pas été bien faite, mais on va revenir au Parlement. Dans un pays qui a déjà des problèmes d'argent, qui a des problèmes de gestion multisectorielle par rapport à tout ce qui se pose comme problème. Mais pourquoi est-ce que, messieurs les parlementaires, ne recourent pas à ce cadre institutionnel, traditionnel de la recherche du consensus? Et c'est ça le deuxième aspect, parce que le Parlement, justement, c'est ce cadre de recherche de consensus national par excellence. Je suis d'accord. À votre avis, pourquoi ils ne recourent pas à ce Parlement? Deux choses, je suppose, j'émets deux hypothèses. Soit que c'est pour eux un aveu de faiblesse, trois hypothèses. La première peut être que pour eux, c'est un aveu de faiblesse, un aveu d'incompétence à pouvoir faire valoir cette position-là au niveau des assemblées, Sénat et Assemblée nationale, ce qui serait étonnant que des messieurs qui ont été nantis des mandats populaires nous disent que nous ne pouvons pas, là où vous nous avez envoyé, faire valoir ces questions d'intérêt national et les faire passer, parce que nous dirons-nous, il y a une majorité qui bloque. Deuxième hypothèse, ce serait de dire que effectivement ces parlements-là est un parlement corporatiste qui ne recherche pas l'intérêt général et ça sert donc à rien d'y aller. Et en ce moment-là, nous nous étonnerions que nous nous retrouvions avec des responsables censés conduire le pays, mais qui travaillent fondamentalement pour ne pas voir l'intérêt général. Parce que pourquoi est-ce que quel citoyen ne verrait pas l'intérêt à recadrer cette règle des jeux qui a montré ses faiblesses déjà aux dernières échéances électorales? Troisième hypothèse, ce serait simplement que messieurs veulent s'afficher. On veut voir pour qu'on attire l'attention. En tous les cas, où est l'intérêt de la République? Où est l'efficience recherchée par rapport à cette démarche-là? Nous disons, cette démarche ne nous mène pas à la solution recherchée, parce que le consensus, ça c'est la deuxième dimension, le consensus, c'est quoi un consensus? C'est une recherche d'un accord commun. Un groupe de personnes, dans le cas d'espèce, nous sommes dans un cadre national, on se rend compte qu'il y a une rupture de consensus, il faut recréer ces consensus-là. Alors, pour recréer le consensus, on est là en matière de légitimité. Parce que, souvenez-vous, quel a été le principal combat, le principal objectif qui a mené justement à la mutation d'un régime de dictature ou monopartite à un régime pluripartite qui est confondu à un régime de démocratie. Justement, c'est le fait qu'il n'y avait pas, l'on recherchait, l'on ne voyait pas dans le chef des leaders ou des dirigeants politiques leur portée à porter, passez-moi la tautologie, la légitimité populaire. Ça veut dire le fait que la population le reconnaisse un mandat. Ok? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en démocratie, il y a un groupe de parlementaires qui sortent des élections, nonobstant la qualité ou les jugements que les uns les autres porteront sur ce qu'ont été ces élections-là. Mais nous constatons le résultat. Le résultat, c'est que nous avons des élus qui ont un mandat objectif, une légitimité réelle. Ils nous sortent du cadre parlementaire pour appeler à une réunion
consensuel. Il faudra bien que l'on désigne ces leaders, ces responsables qui vont devoir porter ce consensus qui, de leur point de vue, est aujourd'hui rompu. Mais la question qu'on va se poser, quel sera le critère de légitimation de ces délégués à ces consensus-là? Nous revenons donc à la case départ, aussi, parce que moi je reviens et nous encore. disons, c'est une démarche qui ne sert à rien. Voilà, vous avez parlé dans votre lettre, parce que je l'ai avec moi, vous dites que c'est de l'inconsistance et inopportune que d'organiser un forum national dans le contexte socio-politique actuel face à l'enjeu de la construction de l'État. Pourquoi? Bien entendu. Et bien justement, vous me permettez de rentrer dans ce qui est fondamental dans ma démarche. Parce que je l'ai dit, ici, notre démarche ne consiste pas à nous positionner par rapport à l'urgence ou pas, de la tenue, à l'imminence ou pas de la tenue des élections, parce que nous considérons en tant que républicains que la règle des jeux électoraux est constitutionnelle et qu'il n'y a pas débat pour dire telle échéance ou telle autre échéance. Mais la problématique ici, elle est de viser la nécessité de consolider l'État, de conforter le processus de construction difficile de l'État, mais qui est un processus qui avance. Et d'éviter de faire recours à des procédures extra. Justement, c'est des procédures extra-institutionnelles qui n'auront d'effet in fine que d'affaiblir les institutions. Parce que c'est quoi un État? Un État, au-delà de la définition, on va dire, juridique, qui est celle de la d'une composition d'une population dans un territoire organisé par un service public et reconnu au niveau international. En fait, un État l'est du fait de son institutionnalisation. Et c'est quoi l'institutionnalisation d'un État? C'est en fait, la reconnaissance durable de cette personne morale distincte et des composantes, l'ensemble des individus composant la communauté nationale et des animateurs de ces institutions-là et des différentes institutions prises individuellement. C'est ça l'institutionnalisation et qui fait que l'État soit différent et, comme dit Max Weber, soit nanti du monopole de la contrainte physique que lui seul peut actionner. Ok? Alors, nous venons de sortir nous sommes en train de construire un processus étatique. Pour que l'État se consolide, il faut que nous puissions laisser ces institutions opérer. Que ces institutions s'éprouver au regard de la responsabilité ou de la mission à devoir résoudre des problèmes. Ça se voit, ça marche pas. Justement, laissez-moi finir. Très rapidement, parce que là, c'est vrai, la littérature, elle est bonne, vous expliquez bien, mais restons pragmatiques. Sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. On voit que... Alors, mais la question, elle est celle-ci. Mais je vais vous poser la question. Non, c'est moi qui pose les questions. Posez-vous la question. Ok. Vous dites que sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Mais proposez-moi quelle serait une autre façon de faire, sinon que de rompre cet ordre institutionnel-ci par un mécanisme de transformation de l'ordre politique qui est un mécanisme révolutionnaire. Ça veut dire que l'on constate que l'ordre institutionnel qui est né de la Constitution de 2006 est rompu, inefficace, et que donc il faut que l'on procède par révolution à la mise en place d'un autre mécanisme, sauf à considérer cela comme finalement l'objectif à atteindre. Mais sinon, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à éprouver notre système institutionnel. Pourquoi? L'État congolais n'a que 60 ans. Ok? La RDC n'a que 60 ans. Aujourd'hui, nous assistons, moi j'entends, cette dramatisation excessive de l'échec, de l'incapacité du Congo à se construire. Moi je dis, c'est une dramatisation excessive.
il y a des choses qui sont faites, il y a des avancées qui sont réalisées. La démocratie congolaise se construit, l'État se construit. Les États français, américains, chinois, tout ce que vous voulez, ne se sont pas construits en 60 années. Mais ils ne sont pas aussi politisés comme les institutions congolaises, et c'est ça le problème. Même aux États-Unis, un régime présidentiel, vous avez vu plusieurs fois, il arrive que lorsque le Congrès et la Chambre des représentants appartenant aux deux partis qui sont opposés aux États-Unis viennent à entrer en conflit tel que parfois on ne sait pas reconduire le budget de l'État américain. C'est tout ce qu'il y a de plus normal dans la vie dans la vie des États. Et la vie des États ne s'improvise pas. Les États se construisent et la construction c'est dans le temps. Madame Odia, vous êtes journaliste aujourd'hui. Vous n'êtes pas née journaliste. Même après être sorti de votre école de journalisme, vous n'avez pas atteint le niveau de professionnalisme que vous avez aujourd'hui. Vous êtes construit avec l'expérience. On veut nous faire croire aujourd'hui qu'il peut y avoir un État qui tombe du ciel et qui devient stable et solide. Non, un État se construit à l'épreuve des expériences. C'est ça qui construit une nation. Il faudra attendre combien de temps l'épreuve là? C'est qu'on a fêté nos 60 ans. Non. Il faudrait, c'est vrai, on va vous dire, il y a la vieille démocratie qui en fait plus de 200 ans, mais nous, il faudrait combien de temps pour qu'on puisse atteindre ce niveau de maturité que tout le monde attend et espère? Voici ma réponse, elle est simple. Le temps, on ne va pas définir de façon, on va dire, fixé que il faut 100 ans ou il faut 25 ans. Ok? Mais il faut que ceux qui sont éclairés, l'élite, que ce soit intellectuel, que ce soit dirigeant, nous soyons en mesure d'éclairer l'opinion et de la rassurer. Parce que ce n'est que de la confiance que l'opinion va avoir, de l'éclairage que nous portons, que nous allons consolider notre contrat républicain et sauver ce pays. Sinon, nous tombons dans le piège de ceux qui, dans la propagande de la déconstruction du contrat républicain congolais, détruisent notre mental. Je vous explique, avant de revenir à votre question. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, on nous parle de la nation congolaise, de la tribalisation, etc., du risque. Mais les gens, c'est que les gens ne disent pas aux Congolais, c'est que les Congolais ont vaincu, c'est la seule nation au monde qui a résisté pendant plus de 20 ans à un conglomérat des armées, des puissances, des forces financières déterminées à démanteler l'espace territorial congolais. Et s'il y a une dimension qui a sauvé ce pays, c'est la volonté des Congolais à maintenir leur territoire uni. Ça, on ne nous le dit pas souvent. Et ça, en ne nous le disant pas, en ne nous disant que ce qui nous déconstruit, ce qui ne nous rend pas fiers, chaque jour le Congolais perd sa fierté et son amour à vouloir être Congolais. Vous comprenez? Ça, c'est important. Chaque jour à longueur de journée, on ne nous dit que ce qui ne va pas. On ne nous dit pas ce qui va. Et c'est quoi qui va? Je l'ai dit, ce qui va, c'est que nous avons avancé dans la construction de nos institutions. Maintenant, on les a implémentées, il faut les conforter. Et pour les conforter, il faut les éprouver. Mais lorsque, à chaque petite épreuve, vous dites déconstruisons, allons en dehors des institutions, vous affaiblissez l'État et vous n'aurez jamais cet État fort que vous appelez de tous les vœux. C'est comme ça que nous disons, c'est soit de la démagogie, c'est soit du marchandage, une marchandisation de la démarche politique pour des intérêts individuels qui ne sert pas le pays. Vous comprenez? Moi, personnellement, je vous ai compris et j'espère que les téléspectateurs sont en train de vous comprendre également. On est dans les réformes, en tout cas par rapport à la démarche ces parlementaires. Il s'agit des réformes sur le processus électoral. Présentement, on sait qu'il y a fissure autour de ça. Les violons ne se sont pas accordés au niveau de l'institution Parlement, pour l'instant Assemblée nationale. Comment on fait
pour faire converger les uns et les autres afin qu'on trouve ce consensus au niveau des institutions. Très rapidement, je finissais la réponse à votre dernière question sur ce qui ne va pas. Ok? Parce que ça... Oui, j'ai dit, il y a des choses qui vont, mais la seule chose qui ne va pas depuis 60 et qu'il faut améliorer, c'est la gouvernementalité. C'est la responsabilité de nos dirigeants, l'efficacité dans la manière de prendre en charge leurs responsabilités au regard des missions et de pouvoir porter des visions et de travailler à les mettre en œuvre de façon efficiente. Et ça, évidemment, mais ces gouvernants-là sont les élites, hein, dont vous faites appel à ces élites qui se retrouvent également à être gouvernants, auprès de qui vous remettez en cause leur façon de faire. Ils n'arrivent pas à bien gouverner la chose. C'est un peu justement, j'étais en train de dire qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des efforts à faire, et à la question que vous posiez tantôt sur le temps, je dis qu'on peut développer et stabiliser ce pays en moins de 10 ans. Les tigres asiatiques, les anciens comme les nouveaux tigres asiatiques l'ont fait. Nous avons tout le potentiel pour. Mais nous n'y arrivons pas parce que justement, c'est de cette culture politique. Nous n'avons pas déficit une même culture. Au niveau de l'élite que vous et moi peut-être incarnions aujourd'hui. C'est cette déficience de responsabilité républicaine qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes encore là. Mais le dire ne veut pas dire que l'on dise que rien ne va. Alors, je viens à votre question de savoir comment... Plus pragmatique. Madame, cela va de la vie des démocraties. Il faut qu'il y ait cette confrontation des points de vue. On n'a pas d'autre solution que de passer par là. Il faudrait que les uns les autres fassent valoir leur position au sein des institutions et que la position dominante démocratiquement l'emporte. Et après, mais vous me direz, la rue va prendre le relais, on l'a vu. Justement, j'en arrive. Voilà, la rue va prendre le relais. Vous me poserez la question, vous l'avez dit, ces gens ne s'entendent pas sur l'essentiel qu'il faut pour l'intérêt de la population, du peuple. Je ne parle pas de population, du peuple. Mais là, je réponds également, notre cadre institutionnel a tout défini. Un État, je l'ai dit, au regard de ses composantes, ça n'est pas que l'appareil de direction politique et gouvernementale. Un État, c'est aussi les citoyens qui, au regard de leur participation politique, poussent les institutions à mieux faire. C'est comme ça que la qualité, l'intérêt de la démocratie et même la responsabilité en démocratie de la construction des États revient au peuple. Ce n'est pas aux dirigeants, madame. C'est ce que nous appelons, la responsabilité à la demande démocratique qui incombe à la population. Le peuple a prouvé plus d'une fois que quand ça ne va pas, il s'exprime. C'est institutionnel, c'est constitutionnel. Quand ça ne va pas, messieurs du Parlement, monsieur le Président de la République, monsieur du gouvernement, ça ne va pas, vous nous donnerez Ronsard, nous n'en voulons pas. Certains appellent ça de l'instrumentalisation. Hein? Qu'on appelle ça comme on veut, mais le parce peuple... Parce qu'on a vu certains peuples marcher contre et tout. C'est ça le problème. Vous voyez, il y a une tendance, pas une tendance, mais une détermination à l'endoctrinement négatif de la population. On prend le peuple congolais comme pour des idiots, des boucs. Pendant que nous sommes l'un des peuples les plus avisés, observez, chaque fois que les dirigeants politiques dans l'histoire politique de ce pays, malheureusement, on ne tire pas de leçons. Ils se sont trompés systématiquement depuis les Belges. L'Afrique est en ébullition, mouvement des indépendances. Les Belges disent oasis de paix. Non, le Congo belge ne va pas bouger. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le Congo s'est réveillé 56, 58, 59, indépendance. Ils n'ont pas vu ça venir. Vous comprenez? Mobutu, il a pensé que parce qu'on a chanté pour lui, on a dansé pour lui, que ça n'allait pas venir. Vous avez vu comment est-ce que le peuple congolais s'est résigné et a laissé passer une armée d'enfants. Et cette même armée d'enfants a confondu, a pris les Congolais pour des naïfs. Ils ont pensé revenir après. Vous avez vu, on a barré la route.
Et vous vous souvenez, madame, vous êtes journaliste, vous avez observé que pendant une dizaine d'années, la population ne suivait plus la classe politique. Jusque récemment, aux années 2015, que la population a repris en main au travers les mouvements d'action citoyenne. Vous comprenez? La population congolaise n'est pas idiote. Elle suit les choses. Quand la population se met dans la rue, c'est qu'elle comprend que l'appel d'un leader porte. Vous comprenez? Lorsqu'on l'a appelé pour dire « je ne veux pas le glissement », il s'est tenu debout et a dit « non, monsieur », pendant que toute l'Afrique pensait que nous étions des idiots. Donc, je veux dire ceci, qu'il faut maintenir la logique et la rigueur institutionnelle, la seule qui soit susceptible de nous aider à construire l'État fort que nous appelons de nos voeux, sinon nous allons demeurer dans l'éternel recommencement. Et cela se fait, d'une part, au regard de la responsabilité politique des dirigeants, mais d'autre part, au regard de la vigilance et de la responsabilité citoyenne du peuple, les uns les autres s'appuyant, mais le peuple plus que les dirigeants politiques exigeant la qualité de gouvernance. Ce n'est que comme ça que nous pouvons avancer. Madame. Comme ça, dans un point, peut-être ça sera ma dernière question, par rapport à cette démarche des parlementaires, les solutions alternatives. Moi, je veux du concret. Je veux du pragmatique. Mais justement... Je dis, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que certains, ils disent, tant mieux qu'on ait déjà commencé fort des expériences passées, ils disent, c'est mieux de commencer les discussions là maintenant pour qu'on puisse aboutir... Okay, vous discutez, madame. Mais maintenant, vous discutez. Vous êtes contre la démarche parce que c'est extra. Qu'est-ce qu'on fait? Pragmatique, qu'est-ce qu'on peut faire là pour arriver à faire converger les points de vue de uns et des autres? Mais c'est ce que je vous dis depuis le départ. 1. Nous avons un cadre institutionnel légitime. Que l'on juge la manière dont ce cadre-là a été mis en place, mais c'est le seul cadre légitime institutionnel que nous avons. Donc le Parlement, il doit... Le Parlement et les institutions en général. Le président de la République... Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, le président de la République? Parce qu'on se rend compte que déjà au Parlement, ça ne marche pas, c'est divisé. Mais est-ce que le président peut reprendre la main? Non. Dans notre régime politique... La responsabilité législative appartient au Parlement. Évidemment, le président participe au processus législatif à son terme en signant et en promulguant les lois qui sont votées. Mais pour l'instant, le président mais l'action, la responsabilité, elle revient au Parlement parce que, vous voulez le concret, nous allons aller au dialogue. Vous vous souvenez, il y a un dialogue qui a été organisé en 2013. Ok? Il y a eu un chapelet d'intentions multiples. Je pense qu'à la fin, on en a dégagé 101 de prioritaires. L'issue de cette affaire-là, vous savez? Pourquoi est-ce que ça n'a jamais eu d'issue? Parce que ça n'a pas été endossé par les institutions. On va aller au dialogue, mais on va revenir au Parlement. Parce qu'il faudrait que le Parlement endosse ces conclusions-là. Donc là, on va très bientôt terminer. C'est une façon pour vous de dire à ces 11 parlementaires, vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer au Parlement. Le président n'a pas d'autre choix que de travailler de commun accord avec l'institution Parlement par rapport à ce dossier lié au processus électoral et à rien d'autre d'ailleurs. Le dialogue au sein d'un pays n'est jamais rompu. Ok? Il y a déjà ce dialogue institutionnel qui est obligatoire, qui doit être mené. Et vous avez vu comment le président est intervenu à plus d'une fois parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, etc. Alors, maintenant... ce dialogue peut être poursuivi au travers des consultations. Ok? Des consultations que peut engager le président de la République pour enregistrer les avis et considérations des forces vives, lesquels avis et considérations pourraient, selon qu'ils vont être validés ou pas, être intégrés dans un processus d'appropriation institutionnelle. Mais de là à appeler une autre conférence pour réunir des gens, payer des per diem pour qu'on dépense de l'argent que la République n'a pas déjà, madame, et après se mettre à débattre des longues semaines, nous pensons que c'est une perte de temps, c'est de l'affichage et surtout pas porté par des parlementaires. Je vous remercie. En tout cas, c'est par là qu'on va mettre, comme je vous ai toujours dit dans le cadre de ces émissions, nous essayons d'analyser
calmement et froidement des questions majeures qui dominent l'actualité ici au pays. Et je crois que vous êtes arrivé à percevoir, c'est que la réflexion autour de cette démarche des parlementaires sur la nécessité des réformes de processus électoral, IOCA, Jean Vidal. Je vous remercie d'avoir été de notre ce soir. J'espère qu'on aura encore le temps de renchérir autour de cette question. Je remercie les téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre. On se dit au revoir, à très bientôt, mais retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Twitter, Facebook. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes sur Congo Web. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci madame.